Mission Impossible Dead Reckoning. Avant de passer à ce dernier opus, autant vous dire que Mission Impossible, même si je pense que vous le savez tous, c'est une saga extrêmement populaire. À la fois grâce à Tom Cruise et les films, mais aussi grâce à la vieille série des années 90, je crois, si je dis pas de bêtises. Et pour ma part, j'ai connu Mission Impossible très tard. Je m'y suis mis à partir de Rogue Nation, que j'étais obligé de voir avec une amie de l'époque, et je regrette pas. Honnêtement, Rogue Nation, je l'avais trouvé fort sympathique, et depuis j'avais décidé de regarder les premiers, réalisés par plein de réalisateurs différents, Brian De Palma pour le 1, John Woo pour le 2, J.J. Abrams pour le 3 et Brad Bird pour le 4, Protocole Fantôme. Après, malheureusement, c'est Christopher McQuarrie qui, depuis Rogue Nation, fait tous les films Mission Impossible. Ce n'est pas un défaut en soi, mais en fait j'aimais bien le fait qu'on ait plusieurs réalisateurs différents en fonction de l'opus, parce que ça donnait une différence de style dans la réalisation. Là on ne ressent plus trop ça, et ce malgré qu'il ait toujours une réalisation bien faite pour des Missions Impossibles. Donc ce Dead Reckoning, ils ont décidé de le faire en deux parties. La première qui est sortie là, la deuxième qui sortira l'année prochaine en 2024. Décidément 2023 c'est l'année des deux parties, j'ai l'impression. Mais malgré ça, est-ce que j'attendais ce Mission Impossible Dead Reckoning? Oui, je dois admettre que j'étais curieux. Déjà que j'avais beaucoup aimé Fallout à l'époque de la sortie, celui-là, j'étais très curieux de voir ce que ça allait donner. Le casting avait l'air sympa, la bande-annonce aussi. Mais est-ce que ce film est si bon? Eh ben on va voir ça. Mais parlons d'abord de l'histoire de ce nouveau Mission Impossible. Une IA extrêmement intelligente s'en est pris à un sous-marin à tel point qu'ils ont réussi à faire en sorte qu'il s'auto-détruise. Ethan doit alors retrouver une fameuse clé assemblée en deux parties différentes divisées quelque part dans le monde afin de pouvoir contrôler cette intelligence artificielle. Cependant, il n'est pas le seul à chercher cette clé, vu que la majorité des personnes qui la cherchent essayent de contrôler l'IA. Ethan va alors se retrouver seul pour devoir retrouver cette clé et sauver l'humanité avec l'aide de son équipe. En gros, c'est l'histoire du film globalement résumée. Et donc, qu'est-ce que j'ai pensé de ce Mission Impossible Dead Reckoning partie 1? Eh bien, je vous avoue que j'ai bien aimé, mais pour un final, je sais pas si je suis hypé pour la partie 2. Un peu quand même parce que je suis curieux, surtout vu la manière dont ça finit. Mais de l'autre côté, j'ai un petit peu peur de ce que ça pourrait donner et de me dire, j'espère que c'est pas deux parties inutiles qu'on aurait pu couper en un seul film, quitte à ce qu'il fasse 3h30. Mais on verra, si je me trompe tant mieux. Mais en soi le film se tient, le film est bien, j'ai vraiment bien aimé le regarder. Pour autant, il y a des défauts dont on va parler et je pense qu'on va commencer par ça. Déjà si je devais faire le chipoteur, je dirais, et ça m'a fait rire, mais il y a des moments de blanc en VF. J'ai spoilé un petit passage, rien de grave, vous inquiétez pas. En fait il y a un moment où Ethan s'échappe avec Grace dans la voiture et ils ont pris un passage assez spécial alors qu'ils étaient encerclés par la police. Mais quand les flics justement qui le recherchent voient qu'il s'est échappé, on en voit un qui bouge les lèvres mais rien ne sort en VF. Un petit moment de blanc dont ils auraient pu faire attention. En même temps, dans un film de 2h40, je peux comprendre pourquoi ils n'ont pas fait totalement attention. D'ailleurs, venons-en pour moi au deuxième problème de ce film. 2h40. La durée est extrêmement longue. Et je dis pas ça contre Tom Cruise, j'aime bien des films longs. Mais là, quand même, 2h40 pour un film d'action, c'est le Mission Impossible le plus long qu'on ait eu. Je sais pas pourquoi je les ai un peu sentis, les 2h40. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi Fallout, je les ai pas trop sentis, mais celui-là, je les ai un peu sentis. Après, il n'y a pas beaucoup de scènes inutiles en soi, juste peut-être quelques blagues dont on aurait pu se passer, comme par exemple le coup de la voiture, la nouvelle voiture dont ils disent oh là là c'est quoi ça, faut le temps que je apprenne à la conduire. Je sais pas, je pense qu'on aurait pu raccourcir ces petits passages en vrai. Question émotion, j'ai pas été très touché, notamment pour un certain personnage dont on parlera en partie spoil, mais c'est dommage parce que l'émotion aurait pu être un petit peu plus poussée, ou alors c'est vraiment moi qui ai un problème de sensibilité, mais je sais pas, j'ai l'impression que question émotion ils ont pas voulu se lâcher. Alors que pour un final de saga t'aurais pu te lâcher question émotion. Sinon bon, les blagues légèrement dispensables, j'en ai déjà parlé, qui constituent la durée du film un petit peu trop long. Et surtout, Ethan qui se retrouve tout seul. C'est pas la première fois que vous nous faites le coup. Dans Protocole Fantôme, au moins c'était original. Ethan était réellement tout seul et j'aimais suivre ça. J'aimais voir Ethan qui devait se démerder avec son équipe sans l'aide de personne. Alors là, dans Dead Reckoning, c'est sympa de nous le refaire, mais je sais pas, j'arrive pas à totalement apprécier ça en fait. Ou alors peut-être parce que c'est déjà vu, je me dis oh zut encore. Mais pour un final de saga, oui, il fallait qu'il soit tout seul ou du moins avec son équipe. Ou alors un truc qui aurait peut-être été bien pour ce final, c'est qu'Ethan soit réellement tout seul en fait. Pas que ses équipiers meurent, mais qu'il soit tout seul, qu'il ne veut pas lier son équipe à ça. Là, je pense qu'ils auraient peut-être dû partir là-dessus, que Ethan soit réellement tout seul au bout d'un moment. Sinon, j'ai pas grand chose à dire de si négatif que ça, le film s'en sort bien. En termes de personnages, bon, il y en a pas mal, mais honnêtement, à part Ethan Hunt qui est un peu développé, toujours joué par Tom Cruise, le reste, c'est pas de la figuration, mais c'est plus des gens qui sont là pour être là. Ah oui, et à part Grace aussi. Donc déjà, Ethan Hunt ici, qui
qui est face à sa plus grosse mission, qui doit faire en sorte de sauver le monde, qui est probablement aussi le seul homme dont l'IA a peur parce que c'est le seul qui veut le détruire. Oui, ça me fait rire aussi parce que par rapport à Tom Cruise, j'ai l'impression que c'est un truc qui veut dire hey, Tom Cruise, t'as vu, c'est le seul homme assez fort pour lutter contre une IA. Si vous voulez, pourquoi pas. Après, c'est Tom Cruise, hein, moi ça m'étonnerait pas. Mais le personnage en lui-même se tient, notamment par rapport au fait qu'il va devoir faire face aux conséquences de son passé, parce qu'apparemment il y a une mission qui s'est mal déroulée, et c'est bien parce que là, Ethan va vraiment faire face aux conséquences de son passé. Je pense que ça se verra plus dans la partie 2 et qu'il y aura plus de développement là-dessus, mais j'avoue que c'est intéressant, ça développe bien le personnage d'Ethan. Et bien sûr, toujours son envie de sauver tout le monde, son humanité qui lui dit je ne peux pas laisser mourir tel, ça marche toujours avec lui. Sinon, on a aussi Grace, la petite nouvelle, jouée par Hayley Atwell. Oui, c'est l'agent Carter dans Marvel pour ceux qui se posent la question. Donc elle, c'est une voleuse extrêmement douée qui s'est retrouvée mêlée à ça sans le vouloir et qui là essaye de se trouver une maison, un endroit où elle pourrait être heureuse, parce que en étant recherchée par tout le monde après ce qui s'est passé, elle n'a plus rien. Et j'avoue qu'elle a un développement plutôt intéressant par rapport à tout ce qui se passe, même par rapport au doute avec Ethan et avec son adversaire dont on parlera plus tard. Grace est intéressante en termes de personnage. Et sinon dans l'équipe on a toujours Ilsa jouée par Rebecca Ferguson. Oh là là, qu'est-ce que j'aime ce personnage. Je sais pas pourquoi depuis Rogue Nation, en fait j'aime beaucoup le personnage. Et là bah bon, elle sert pas à grand chose mais on va dire qu'elle est toujours d'une aide très utile pour Ethan. On aurait pu apporter un développement plus intéressant pour elle, notamment par rapport à leur relation, qu'ils ont l'air enfin de concrétiser correctement, par rapport aux deux précédents films, attention je précise. Mais bon, ça reste un personnage cool que je suis content de revoir. On a toujours Benji joué par Simon Pegg, qui est toujours le geek qui fait de son mieux, malgré que ça soit un agent terrain, qu'il ait du mal, qu'il ait peur. Et c'est logique en fait, hein, je veux dire, Benji il est comme ça, il a toujours été comme ça, et je pense qu'il sera toujours comme ça. Mais c'est un agent que j'aime bien, toujours très bien joué d'ailleurs. Oui, alors je fais un aparté rapidement, jeu d'acteur j'ai rien à redire, hein, ils s'en sortent bien tous dans la majorité. Donc Benji reste l'aide très utile d'Ethan, sans qui il ne réussirait pas l'émission. Et j'avoue que c'est bien de le voir vraiment prendre les devants pour aller résoudre certaines choses lui-même. On a aussi Luther joué par Ving Rhames, toujours le génie de l'informatique, le magicien d'informatique, comme j'aime l'appeler. Il est toujours là pour aider Ethan, c'est toujours un maître de l'informatique, mais peut-être que l'IA est un adversaire à sa hauteur. Non, en vrai, le personnage est juste là pour aider Ethan, mais c'est toujours un personnage que j'apprécie. C'est un peu l'équipe dont tu ne comprendrais pas pourquoi ils ne seraient pas là. Même s'ils n'ont pas de développement, tu te dis, ils sont obligés d'être là parce qu'ils font partie de l'équipe d'Ethan. Question antagoniste, on a Gabriel joué par Esai Morales. Alors, comment vous dire? Les antagonistes dans Mission Impossible, je les ai pas tous retenus. J'ai retenu évidemment dans Brian De Palma, je l'ai trouvé génial, avec Jean Reno. J'ai retenu dans Rogue Nation, où Ethan avait trouvé un adversaire aussi intelligent que lui. J'ai retenu dans Fallout, avec Henry Cavill qui était un traître. Et celui-là, je crois qu'on tient un de mes antagonistes préférés. Déjà parce qu'il est lié au passé d'Ethan et ça rend sa dangerosité encore meilleure. Limite, il a été le maître d'Ethan. Je crois que c'est lui qui lui a tout appris, ou du moins qui lui a appris pas mal de choses. Donc j'avoue que c'est intéressant que l'élève affronte son ancien maître. Sinon, c'est un homme qui obéit à l'IA et qui est déterminé à la faire dominer le monde. Voilà, bon. Il me semble qu'il a une raison personnelle de faire ça, je sais plus exactement laquelle, mais on verra. Après, il y a des actions qui sont un peu bizarres de sa part, même si on en reparlera. Mais en soi, c'est un antagoniste qui se tient très bien. Surtout que t'as l'impression que c'est vraiment lui qui a le contrôle du début à la fin du film. Sauf un petit moment où il se fait pigeonner par Ethan. Et sinon, on a le retour d'Alana, jouée par Vanessa Kirby, qui avait déjà été introduite dans Fallout. Là, elle a un rôle un peu plus important, dans le sens où elle doit choisir son camp, elle sait que l'IA veut contrôler le monde, et justement, elle doit essayer de sauver sa peau et son organisation qu'elle contrôle depuis des années. Je m'attendais à ce qu'elle ait un rôle plus central, par rapport à Fallout surtout, mais pourquoi pas. Bref, faut voir, peut-être que la partie 2 va rattraper ça. Après, pour ce qu'elle est là, elle se tient. Mais je pense que c'est parce que Vanessa Kirby la joue très très bien. Bon, sinon, qu'est-ce que j'ai à dire? Eh bien, jeu d'acteur ça va, le décor sont cool, les scènes d'action sont sympas. D'ailleurs, la fameuse cascade ici de ce film, parce que vous savez, tous les films Mission Impossible ont une fameuse cascade. Il y a ici, c'est le fait qu'Ethan il saute de la falaise en moto et après il y a le parachute à déployer plus tard. C'est peut-être pas le plus impressionnant qu'il nous ait fait par rapport aux anciens. D'ailleurs, je crois que ça va en refroidir certains en disant ouais, on a vu mieux, mais c'est quand même une belle cascade. Et n'oublions pas que Tom Cruise il fait ses cascades tout seul en général. Il a quand même une doublure au cas où, hein. Tous les acteurs ont des doublures. L'évolution d'Ethan est assez intéressante. Dans le symbolisme, quel personnage représente quoi pour qui, c'est assez intéressant aussi. Les costumes, y a rien à dire, c'est toujours aussi classe. La photographie est bien, la réalisation, mise en scène de qualité, j'ai rien à redire dessus. Il y a de l'inattendu qui marche bien, il y a de la réelle tension. J'arrive à avoir peur pour certains personnages dans ce film. Effets spéciaux, c'est toujours de qualité et je me
me permets un petit aparté sur les musiques. Elles sont bien, mais préparez-vous parce que le main theme de Mission Impossible, il a changé. Vous savez, des fois, quand on passe d'un film à l'autre, on réentend le main theme, mais juste un petit peu réorchestré différemment. Là non, j'ai l'impression qu'ils ont voulu faire un nouveau main theme version Mission Impossible, qui rend pas mal, j'avoue, j'aime bien la musique, mais pour être honnête, je préférais l'ancienne version. Partie spoil, on pourrait parler de quoi? Bah, on pourrait déjà parler de la mort du seul personnage que j'aurais vraiment aimé être touché, mais malheureusement c'est pas le cas. Ilsa meurt dans ce film. En fait, il y a eu un problème sur le fait qu'elle voulait affronter Gabriel pour sauver Grace. Grace qui avant l'avait affronté et avait perdu. Et surtout que Gabriel avait mis Ethan en garde avant. Il y a une des deux qui va mourir ce soir. À vous de choisir Ethan, mais l'une des deux va mourir. Et au final, c'est Ilsa qui meurt malheureusement. Ethan a quand même essayé d'arriver, il a quand même essayé de la sauver, mais il n'est pas arrivé à temps, il n'a pas pu la sauver. Quand il arrive, elle est morte. Et Grace est effrayé. Bon, après il lui propose de rejoindre Mission Impossible pour lui donner une chance, pour réussir la mission. C'est déjà bien. Mais c'est vrai que la mort d'Ilsa, malheureusement, elle ne m'a pas assez touché. J'aurais aimé être réellement touché par sa mort. J'ai pas réussi. Et sinon, je pourrais parler aussi du moment où Gabriel dans le train tue le seul homme qui sait où est le sous-marin dont s'est occupé l'IA au début du film. Parce qu'apparemment, il y aurait des codes sources, il y aurait quelque chose pour pouvoir avoir l'IA ici, ou la libérer. Et c'est là qu'après, il se met à attaquer sa seconde, jouée par l'actrice qui joue Mantis. Je suis désolé, j'ai pas retenu son nom. Mais c'est là que j'ai pas compris en fait, parce que pourquoi il s'en prend à elle? Au pire, on aurait dû voir peut-être un moment de doute, et à ce moment-là, tu l'aurais tué. Mais là, d'un coup, je sais pas, il tue le mec, et après, il lui dit, ah, je sais que tu vas me trahir, et il essaye de la tuer. Et au final, elle meurt. Elle meurt en ayant sauvé Ethan pendant que le train est en train de tomber. J'avoue que ça fait un peu bizarre, mais de l'autre côté, encore une fois, Gabriel est contrôlé par l'IA. Disons que l'IA le manipule, hein. Ça se sent à mort malgré qu'il ait l'air ultra intelligent. Et je pense que l'IA a dû le manipuler en disant, attention, elle va te trahir. Donc en soi ça fait un peu bizarre, mais de l'autre côté pourquoi pas. Bon sinon la fin, j'ai rien à dire, hein. La fin, Ethan a réussi à s'échapper en train, mais Grace est restée. Alors Grace elle va essayer de rentrer dans Mission Impossible. Je sais pas pourquoi, je sens que ça va pas marcher. Elle va se retrouver en cellule ou quoi que ce soit. Ethan de son côté il retrouve Benji et il va devoir trouver ce sous-marin. Sauf qu'il sait pas où il est, il y a que Gabriel qui le sait. Mais au moins Ethan a la clé. Ce qui fait qu'on est sur un pied d'égalité pour la suite. Ethan a l'arme qui permet de libérer l'IA, mais de l'autre côté Gabriel est le seul à savoir où est le sous-marin, où est enfermé l'IA. Ça laisse un petit enjeu et du suspense pour la partie 2. Après encore une fois on verra la partie 2 parce que si c'est deux parties qui auraient pu se conclure en un film, voilà, je pense que je n'ai pas grand chose à ajouter. Donc au final, que penser de Dead Reckoning partie 1? C'est bien. Mais c'est bien dans le sens, si vous voulez un film d'action qui vous convainc réellement, ça va vous faire plaisir. Sinon, si vous voulez un film extrêmement profond avec un gros scénario, clairement, je pense pas que la saga Mission Impossible, ça soit la plus profonde de ce côté-là. Mais après, Mission Impossible, on va pas se mentir, je pense qu'on y va surtout tous pour le côté action, qui reste bien plus logique qu'un Fast and Furious. Moi, quand j'ai entendu les scènes de Fast and Furious, parce que j'ai pas vu la saga, mais j'ai un pote fan qui m'a raconté, je me dis putain, la logique a été mangée dans Fast and Furious, mais heureusement, on a toujours de la logique avec Mission Impossible. Du moins, un peu. Faudra voir la partie 2 si ça va encore être le cas. Donc non, je cache pas que j'ai aimé Mission Impossible Dead Reckoning, que j'attends quand même la partie 2, même si c'est pas la partie 2 que j'attends le plus. Je pense que ceux qui ont vu ma critique de Cross the Spider-Verse comprendront de quoi je parle. Donc nous verrons en 2024 comment va se conclure la saga, et si Ethan va mourir. Mais en attendant cette partie 1, si vous avez envie d'un bon film d'action qui arrive à vous convaincre, sans pour autant trop réfléchir au scénario qui n'est pas très profond, je pense que ce Dead Reckoning va vous plaire. Je pense que ce Dead Reckoning partie 1 vous plaira. Voilà, c'était mon avis sur Mission Impossible Dead Reckoning. J'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!